Nouvelle rencontre exceptionnelle. Aujourd'hui, on reçoit Éric Emmanuel Schmitt. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être ici pour la première fois dans les studios de KF. Oui. Alors, pour ceux qui ne lisent pas beaucoup, et ils sont plusieurs à nous regarder, mais on va les motiver à lire, vous êtes un peu le Damso, le Gazo aussi de la littérature. Vous êtes un des plus grands de la littérature française, on peut le dire. Je sais pas, mais j'ai la chance d'être beaucoup lu en France et dans le monde. Dans le monde, parce que vous êtes traduit en combien de langues ? 50. Énorme. Et combien de livres à votre actif ? Je sais pas, il y a déjà 24 millions de volumes par le monde. C'est énorme. Et alors, c'est assez comique pour l'anecdote. Je vous l'ai raconté en off, mais je vais aussi la raconter ici pour ceux qui nous regardent. J'étais ce matin, je préparais l'interview au Pain Quotidien, qui est un peu mon QG. Et alors, j'ai fait un petit sondage. J'ai voulu voir un peu qui vous connaissait. Alors, tout le monde vous connaissait. Et on était sur des jeunes qui avaient plus ou moins 20-25 ans. Et c'est vrai qu'en repensant, je me suis dit que on a tous eu, à un moment donné, à l'école, en secondaire, dans la liste des premiers livres qu'on doit absolument lire, on a d'office eu un Éric Emmanuel Schmitt. Moi, j'ai commencé avec La part de l'autre, qui est un livre magnifique. Je suis content que vous disiez ça parce que vous n'avez pas commencé par le plus facile. C'est vrai qu'il était très dense. Il est dense, il traite d'un sujet dingue, c'est-à-dire que se serait-il passé si Adolf Hitler avait réussi en peinture et non pas en politique. Et il traverse le XXe siècle comme ça avec des sujets graves. Mais oui, je suis très heureux d'avoir écrit ce livre parce que il fait réfléchir. Alors on va s'intéresser à vous dans un instant, on va parler de vos œuvres aussi, mais on va revenir aussi sur, parce que vous êtes là pour ça, pour la sortie de ce nouvel ouvrage. Alors vous êtes lancé dans un défi. Non, c'est même pas un défi parce que ça l'était avant, mais là il est réalisé quasi, on est déjà au 4e tome, de réécrire finalement l'histoire de l'humanité, mais d'une manière originale. Oui, un roman. Oui. Un roman avec des personnages qu'on aime. Noam, voilà. Entre autres. Il a 25 ans pour toujours. Et ça c'est un rêve qu'on a beaucoup, la vie éternelle. Alors on verra à travers le livre que c'est pas forcément toujours si facile que ça. Non. Et plaisant. Mais en tout cas, son corps se régénère et il ne vieillit pas. Et alors, il va se rendre compte, bien sûr, que ça lui permet de vivre de multiples choses et en même temps, ça le condamne à une certaine solitude et un certain secret parce qu'il ne doit pas dire aux autres à quel point il est différent. Et puis c'est un homme qui vit les bras ouverts. Il est aimant, il est accueillant, il ne juge pas. Donc grâce à lui, on découvre des civilisations, des personnages, etc. Mais lui, il avance avec de plus en plus de cicatrices, avec de plus en plus le sentiment de sa différence. On va en parler en deuxième partie d'interview. La traversée des temps avec ce 4e tome, La lumière du bonheur. Alors, au départ, on parlait de 8 tomes. J'ai vu une interview maintenant où on parle de 9. Alors, on est sur 8, on sera sur 8 ou 9 ? On sera sûrement sur 9. Sur 9. Ouais. On en parle dans un instant. Mais d'abord, faisons un peu connaissance. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, même si Éric Emmanuel Schmitt, comme je l'ai dit en début d'interview, c'est un nom qu'on connaît. J'ai découvert que vous étiez franco-belge. Oui. Et ça, je ne le savais pas. Vous aimez notre pays ? Ah bah oui, j'y vis depuis 22 ans. Et c'est pour ça qu'alors vous avez demandé la nationalité. Est-ce que vous êtes né en France ? Oui. Et vos parents ne sont pas belges ? Non, mais en fait mes ancêtres du côté de mon père l'étaient. Mais je ne le savais pas à l'époque. C'est depuis que j'ai fait le test ADN, qui remonte sur 400 ans, que j'ai découvert qu'en fait 52% de mon sang venait de l'Alsace et de la Belgique. Et le reste venait d'Italie. Oui, je vis depuis 22 ans en Belgique et quand j'ai vu que j'y resterais, j'ai demandé la nationalité de façon tout à fait normale. J'ai pas demandé de passe-droit et je suis ravi d'additionner les deux nationalités parce que je suis complètement français, mais maintenant aussi complètement belge parce que ma formation est française, etc. Mais ma façon de vivre est belge. On a un point commun parce que je suis aussi... mon grand-père est français, il était légionnaire, donc j'ai un peu de français, mais je suis belge avant tout. Mais c'est vrai que j'étais surpris, je ne le savais pas. Et à l'école, forcément, on parle souvent des Belges célèbres. Et votre nom était rarement sorti. Non. Mais j'ai compris pourquoi, parce que vous êtes d'abord et avant tout français. Et nous, on n'est pas comme les Français, on ne s'approprie pas les success stories. Oui, bien sûr, les Français sont persuadés que Jacques Brel et Simenon étaient belges. Étaient français. Étaient français aussi. Et alors, ce qui était aussi interpellant, c'est que je vous voyais beaucoup en Belgique. C'est vrai qu'on vous voit dans tous les médias, on vous voit dans pas mal d'événements, vous êtes toujours là. Et je me suis dit, mais il aime vraiment bien la Belgique, Éric Emmanuel. Ben voilà, maintenant on le sait, vous y habitez. Alors, ce qui m'intéresse aussi quand je reçois un auteur, c'est d'essayer de savoir aussi comment est arrivé le déclic de la littérature. Et je suis tombé sur une anecdote qui est assez touchante. C'était cette fameuse pièce de théâtre où vous vous retrouvez avec votre maman
Cyrano de Bergerac. Et là, vous vivez quelque chose d'intense. Oui, c'était la première fois que j'allais au théâtre. Et puis, je suis fasciné parce que je vois que c'est faux et ça a l'air vrai. Je vois bien que le décor, il est peint et que chaque fois qu'une porte claque, ce que je croyais être en profondeur est en fait une toile. Je vois bien que les jambons en carton qui pendent sont en carton, mais en même temps, ils ressemblent vraiment à des jambons. Donc, en fait, je suis fasciné par l'artifice. Ouais. Voilà. Cette ambivalence du vrai et du faux. Et puis surtout, je suis bouleversé par l'histoire de Cyrano. Et c'était pas mon histoire. Cyrano, c'est quelqu'un qui pense qu'on ne peut pas l'aimer. Parce qu'il a cet impadis nasal, il a ce nez horrible, et il pense que jamais une femme ne l'aimera. Moi, j'étais un petit garçon... Vous aviez 8 ans à l'époque, oui. Et vous compreniez déjà tout ça ? Bah oui, bien sûr, les enfants sont intelligents. C'est vrai. Mais c'est surtout que ce n'était pas mon histoire à moi, puisque moi j'étais un petit garçon très aimé, et donc je ne doutais pas d'être aimable, et que je serais aimé toute ma vie. Et tout d'un coup, je versais des larmes sur quelqu'un qui pensait qu'il n'aurait jamais droit à l'amour. C'était mes premières larmes altruiste, de compassion, d'amour de l'autre. Et j'ai pleuré, et en même temps, comme j'étais petit, j'étais persuadé que j'avais honte. Je pensais que j'étais le seul qui pleurait. Et lorsque la salle s'est rallumée, j'ai vu qu'il y avait 800 personnes qui avaient les yeux rouges et le nez qui coulait. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et là, cette émotion, elle vous a transpercé le cœur et vous en avez fait quelque chose d'incroyable pour la suite de votre parcours. Mais restons encore sur vos parents. Vos parents sont des sportifs de haut niveau, surtout maman aussi, qui a tenu un record pendant plus de 20 ans en athlétisme. Et c'est vrai que souvent on dit, alors on va pas faire de caricature, mais quand même pour essayer de comprendre, que souvent on va suivre un peu le pas de ses parents, qu'on est souvent conditionné par le milieu dans lequel on grandit, on vit. Quand on a des parents qui sont sportifs, comment on en arrive à se retrouver dans la littérature, la philosophie, les pièces de théâtre ? Comme vous dites, ce sont un peu des préjugés, c'est-à-dire que mes parents, ils étaient sportifs, mais ils adoraient lire, ils adoraient voyager de façon culturelle, ils m'emmenaient au théâtre, à l'opéra, surtout voir des ballets, c'est-à-dire qu'ils étaient des consommateurs de culture. Le cliché, c'est de croire que le sportif, c'est une pièce de viande complètement idiote. Non, ils étaient des sportifs avec des tas de centres d'intérêt, et c'est vrai que dans tout ce qu'ils m'ont offert comme centre d'intérêt, c'est vrai que j'ai préféré la littérature, le théâtre et la musique que le sport. Même si vous avez fini par commenter l'athlétisme aussi pour la télé. Donc il y a quand même aussi un intérêt pour le sport. Ah non, mais j'adore le sport, j'adore plusieurs sports, mais particulièrement l'athlétisme. Et c'est vrai qu'au Jeux de Rio, j'avais commenté pour France Télévisions les épreuves d'athlétisme. Mais alors, je vous rassure tout de suite, c'est mieux à la télévision que quand on y est pour de vrai. Bah oui, parce qu'on voit beaucoup mieux les choses. Moi, sur un immense stade, il y avait des fourmis qui couraient, qui sautaient en hauteur. Avec souvent même des disciplines qui se font en même temps, donc on ne sait pas trop où regarder. Non, c'est vraiment c'est un show télévisuel. Et les clichés, c'est l'occasion aussi de parler aussi du milieu dans lequel nous on exerce, qui est le rap, le hip-hop et le R&B, où souvent on a ce cliché on est dans la musique urbaine, donc c'est des gens qui ne connaissent pas les grands textes, mais quand on voit, il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui très connus qui se sont inspirés de grands textes littéraires, de grands auteurs, et donc effectivement parfois on fait des petits raccourcis, mais voilà, je voulais quand même faire ce petit clin d'œil à ça. Moi je vais vous dire carrément, je crois qu'aujourd'hui la poésie elle est là, puisque les gens ne lisent plus de poésie, mais ils en écoutent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'allais vous poser la question justement, mais on peut en parler rapidement ici par rapport au hip-hop, rap R&B. Quand on voit aussi Naya Nakamura, la polémique qu'il y a eu par le choix qu'on a fait de la prendre comme chanteuse qui va inaugurer les Jeux Olympiques. Pour vous, quand vous écoutez la musique d'aujourd'hui, le rap, quand vous voyez les textes, vous êtes comment ? Il y a des textes qui me plaisent, il y a des textes qui me déplaisent. Non, j'y prête une oreille attentive parce que je me dis la poésie est là. Parce que moi, je suis entouré d'intellectuels qui disent ça y est, la poésie est morte, plus personne ne lit de la poésie. Je dis non, on ne lit plus de la poésie, on l'écoute. Et elle est vivante. Et il y a des gens qui ont un besoin vital de prononcer certains mots et de donner leur appréhension du monde. Et d'ailleurs, il n'y a pas que du urbain. Il y a maintenant certains rappeurs qui sont sortis même du mode urbain pour parler d'un peu tout. Non, clairement. Il y a beaucoup de choses à dire. On a la chance de vous avoir ici. On le rappelle, vous êtes là pour la sortie du 4e tome de La Traversée des Temps. On va en parler dans un instant. On a déjà parlé de Noam. C'est un roman, mais qui nous plonge à travers l'histoire et le temps. Une vraie pépite. Et vraiment, restez bien. Regardez cette interview. Mais je voudrais vous poser 2-3 questions. Il y a tellement de livres que vous avez sortis. On a parlé de La part de l'autre, qui était le premier livre qui m'a permis de faire connaissance avec votre talent. Et il y en a un qui m'a particulièrement touché aussi.
aussi, c'est La tectonique des sentiments. Alors, c'est un livre, mais c'est surtout une pièce de théâtre. Ouais. D'abord, quand je l'ai feuilleté comme ça, je me suis dit, ça va pas me plaire, mais en fait, c'est juste génial à lire. Ça me fait plaisir, ça. Parce que moi, j'adore lire le théâtre aussi. J'adore aller au théâtre. J'adore voir mes pièces jouer. Mais je trouve que ça sollicite beaucoup l'imagination, lire un texte de théâtre, parce que chacun se fait sa mise en scène, imagine ses acteurs. C'est une lecture extrêmement active, en fait. Complètement, et c'est ça aussi la grande force de la littérature, et c'est pour ça qu'on fait cette séquence aussi, et qu'on vous invite vraiment à prendre un livre, à acheter un livre, à plonger, parce que ce que vous allez ressentir est juste incroyable, et après, je vous le dis, vous en lirez beaucoup des livres. Alors, pour découvrir vos œuvres, j'ai envie qu'on fasse un petit jeu. Je vais vous mettre dans des situations, et je vais vous demander quel est le livre que vous avez écrit. Et alors, petit bonus, si vous en avez un autre qui vous vient d'un autre auteur, pourquoi pas, vous pouvez aussi le glisser, comme ça, on agrandit notre bibliothèque. Alors, quel serait le livre qu'il faut absolument prendre avec soi au bord de la piscine, à la plage? Je vous conseillerais La vengeance du pardon. C'est un livre qui comprend 4 histoires. Je ne le connais pas, celui-là. Eh bien oui, ce sont 4 histoires différentes qui analysent le pardon, et qui montrent les ambiguïtés du pardon. Parce que parfois, pardonner à l'autre, c'est reprendre l'ascendant sur lui, et ça peut même être une sorte de vengeance. D'où le titre, La vengeance du pardon. C'est noté. Voilà, et comme ça, vous avez 4 histoires. Vous avez le temps, après une histoire, d'aller boire un verre, etc., et de revenir en lire une autre. Parfait. Le livre que vous devez qu'on doit absolument partager à ses enfants. J'ai envie de dire Oscar et la Dame Rose. Oui, pourquoi? Parce que c'est un livre qui parle de choses dont on n'ose pas parler, c'est-à-dire la fragilité de la vie, puisque c'est l'histoire d'un enfant malade. Et en fait, les enfants adorent ce livre, parce que ça leur permet enfin d'aborder des grands sujets. Et d'en parler avec humour, parce que c'est Oscar qui parle, c'est un garçon de 10 ans qui parle, et donc avec l'humour et la poésie, on peut enfin mettre des mots sur ce dont on n'ose pas parler, ou dont on parle avec des mots trop tristes. C'est vrai que le livre, souvent quand on est enfant, on le rencontre à l'école avec derrière une interro surprise parfois, alors que c'est aussi un outil qu'on peut utiliser en famille pour aborder certains sujets, mais à travers une histoire. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit, des parents qui ont 30 ans ou 35 ans, qui m'ont dit j'ai lu Oscar et la Dame Rose avec mon fils ou ma fille entre mes jambes, et je leur lisais, et ils me disaient c'était terrible parce que mon enfant riait, et moi derrière, mais il ne me voyait pas, je pleurais. Ouais. Voilà. Le livre qui peut nous faire verser une petite larme. J'en ai d'autres. Je pense L'Enfant de Noé. Oui, il est magnifique. Ouais, c'est l'histoire d'un enfant caché pendant la guerre, et qui rencontre quelqu'un qui va le sauver. Mais il y a toute l'ambiguïté, l'envie de retrouver ses parents, cette attente des parents, et puis cette réflexion sur qu'est-ce qu'on doit sauver quand on sauve quelqu'un. Est-ce qu'on sauve simplement sa vie, ou est-ce qu'on sauve son identité? Il est vraiment magnifique, je vous invite vraiment à le lire. De toute façon, on mettra toutes les références en commentaire de cette interview. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez lu justement un livre d'Éric Emmanuel et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire de cette vidéo. Alors, on a parlé de verser une petite larme. Il y a bien un livre qui va nous faire sourire, rire. Ah oui, Odette Tout le Monde. Oui. Voilà. Là, ce sont 8 histoires de femmes à la recherche du bonheur. Et au moins, l'histoire Odette Tout le Monde est encore plus connue, parce que j'avais tourné le film. C'était mon premier film. J'avais tourné à Charleroi. Mais quelle idée! Quelle idée! C'est ce que tout Belge dit ça. Oui, c'est vrai. Les Français ne disent rien, mais les Belges disent mais quelle idée! Et c'était avec Catherine Fro et Albert Dupontel. Un merveilleux souvenir de tournage, puis le film a très très bien marché, et puis il est parti dans le monde entier, et donc voilà, il y a de la légèreté, il y a de la fantaisie. Et alors, pour terminer ce petit jeu et pour me tendre une perche, quel est le livre qui doit traverser le temps, que vous aimeriez voir traverser le temps? Il y en a un déjà qui est en train de traverser le temps, c'est La part de l'autre, donc que vous avez évoqué, parce que dans le monde entier on le lit, c'est ce livre sur Hitler, et aussi qui commence sa belle carrière mondiale, c'est cette fameuse traversée des temps que je suis en train d'écrire, c'est-à-dire tout ce cycle romanesque qui va raconter notre humanité. Parce que moi, quand je dis nous, je dis pas nous les Belges, ou nous les Français, ou nous les Européens, ou nous les Occidentaux, c'est nous, toute l'humanité.
Je veux élargir le nous. Et je pense que quand on lit ce livre, on se rend compte qu'on peut être le frère d'un Égyptien en 1600 avant Jésus-Christ, d'un Mésopotamien en 4000, d'un Grec au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, l'humanité. Ce qui nous unit, c'est-à-dire le fait d'être des êtres qui sont arrivés sur cette terre sans avoir rien demandé et qui essayent de comprendre. La part de l'autre. Un livre qu'il faut absolument lire. La traversée des temps, on va en parler maintenant. 4e tome, il est ici avec... J'ai préparé cette interview en lisant pas mal d'interviews de mes confrères, comme on dit. Et c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur cette envie que vous aviez de raconter l'histoire de l'humanité. Mais moi, j'ai surtout vu dans ce livre d'abord la partie roman. Et pour moi, c'est ce qui fait la valeur de ce livre-là. C'est-à-dire que souvent, les livres d'histoire, à un moment donné, il faut s'y intéresser. Mais souvent, c'est lourd. Il faut vraiment avoir le courage de le lire. Alors qu'ici, ça se dévore. On avance et on sourit aussi, il y a pas mal de personnages. Alors, le 4e tome, on s'arrête au 5e siècle avant Jésus-Christ. En Grèce. On est en Grèce. Pourquoi s'être focalisé sur cette période-là ? Parce que c'est une période géniale de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, les Grecs, ils inventent tout. Ce dans quoi nous vivons aujourd'hui. Ils inventent la démocratie, alors qu'avant, il n'y avait que des régimes tyranniques, despotiques. Ils inventent le théâtre. Si on voit aujourd'hui des films ou des séries, c'est parce qu'il y a d'abord eu le théâtre. Ils inventent la philosophie. Alors, ça a l'air sérieux, mais oui, c'est sérieux au sens où une parole rationnelle qui n'a plus aucun rapport avec le religieux, qui est coupée des croyances religieuses et qui vaut pour tout homme, indépendamment de sa religion. Très important, la philosophie. Et puis le sport. Les Jeux Olympiques. Voilà. Ouais. Les Grecs inventent la pratique sportive, déjà le loisir sportif, qui est un signe de distinction sociale chez les Grecs. Et après, les grandes compétitions, dont ces Jeux Olympiques, qui quand même, dans l'Antiquité, ont duré 1000 ans. Vous vous rendez compte, 1000 ans. Et ça a repris il y a un siècle. C'est dingue. Et alors, on parle de démocratie, effectivement, et c'est justement là, c'est là où ça va être intéressant avec le personnage de Noam, qui n'est pas à ce moment, enfin, qui n'est pas un personnage qui peut facilement être intégré. Et donc, ça va être son défi à lui. Oui, il voudrait vivre à Athènes. Il est amoureux d'une Athénienne. Il est considéré comme un métèque. Enfin, voilà. Un métèque, c'est comme ça qu'on disait, c'est-à-dire un citoyen libre, mais né dans une autre cité. Et il est amoureux d'une Athénienne. Il est amoureux de Daphné et il veut tout faire pour rester avec cette Daphné. Et il a raison, elle est tellement adorable. Il va faire un truc qui existe aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, vous savez, parfois, on donne la nationalité à un joueur de foot pour qu'il intègre l'équipe nationale. On en connaît plein comme ça. Ouais, c'est vrai. Eh bien, à l'époque, c'était pareil. Si vous pouviez rapporter une médaille olympique à la cité, on pouvait peut-être admettre que finalement, non, vous n'étiez pas étranger, vous étiez bien athénien. Et donc, il va se risquer aux Jeux Olympiques. Donc, on va vivre pas mal de petites péripéties. Et puis, en parlant d'amour aussi, on peut aussi parler de sexualité. C'est aussi des thématiques qu'on retrouve dans ce livre-là, avec une vision de l'époque qui est un peu différente aujourd'hui. Et vous faites souvent dans les interviews une métaphore avec le fameux pollen. Et c'est important de le rappeler, de le redire ici. Ça fait comprendre. C'est-à-dire que les Grecs pensaient que le désir, il était dans l'air. Et puis, comme le pollen, et puis vous tombez dessus. Ou alors, ils avaient aussi l'image du dieu Eros, le dieu amour, qui tire une flèche et qui fait que vous tombez amoureux. En fait, c'est accidentel. Mais du coup, vous pouvez tomber amoureux d'un homme, d'une femme, d'un homme mûr, d'une femme mûre. Ça ne dépend pas de vous. C'est le désir qui vous est tombé dessus. Et au fond, c'est une forme de légèreté. Vous savez ce qu'on essaye de retrouver aujourd'hui en dégenrant, etc., etc. Une forme de légèreté dans l'existence qui faisait qu'on ne pensait pas que la sexualité définissait l'individu. On n'était pas homosexuel, hétérosexuel ou bisexuel comme on l'a commencé à l'être à partir de la fin du 19e siècle. Ces comportements ont toujours existé, mais ils étaient définis d'une autre façon. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, tiens, on peut parler des mêmes phénomènes d'une autre façon. L'histoire d'un personnage qui est éternel, qui traverse le temps. On passe du néolithique à la Grèce, et puis on va continuer à évoluer, à traverser le temps. On parle des Jeux Olympiques, on parle d'amour, de sexualité. Ce livre, il est pour qui ? Quand vous avez écrit ce livre, vous avez pensé à qui ? Et quelle était vraiment votre intention première ?
Faire en sorte que celui ou celle qui me lit s'étonne et s'émerveille. Okay. S'étonne de ce qui semble aller de soi, par exemple la démocratie. Ouais. Et s'émerveille que ça existe parce que c'est arraché à des siècles de tyrannie, de despotisme et de force. Et puis ça risque de retomber dedans. On le voit bien aujourd'hui avec l'état du monde. Donc, vous savez, c'était le philosophe Platon qui disait que la première qualité du philosophe, c'était s'étonner. Et moi, j'essaye de pousser mes lecteurs à s'étonner et puis peut-être même à s'émerveiller, c'est-à-dire à s'étonner et à admirer. Et à admirer ce que l'homme a été capable d'inventer de formidable et à détester les travers humains. Donc, c'est une sorte de rafraîchissement pour retourner à l'essentiel. Et c'est vrai qu'à quelques mois des élections, ça peut être intéressant de voir d'où on vient et on n'est jamais content. Aujourd'hui, la démocratie pour les jeunes qui ont... on entend beaucoup de jeunes, et même des moins jeunes, mais beaucoup de jeunes qui disent la démocratie, ça n'existe pas aujourd'hui, c'est n'importe quoi, ça a disparu. Alors là où ils ont raison, c'est que c'est toujours imparfait. Et c'est un idéal. Et ça l'était aussi à l'époque de la Grèce. Exactement. C'est un idéal, la démocratie. On n'est jamais à la hauteur de cet idéal. Mais nous, on est dans des sociétés qui permettent peut-être de marcher vers cet idéal. Regardez les sociétés qui aspirent à la démocratie en se heurtant à des régimes durs et en étant exécutés par ces régimes. Donc, un peu de nuance. Non, mais complètement. Et alors, en préparant cette interview et en m'intéressant à ce projet, La Traversée des temps, et même toutes vos œuvres, parce qu'il y a toujours une grande partie d'histoire. Vous êtes cultivé comme jamais, j'ai rarement vu ça, et surtout aussi, vous produisez énormément. Et donc, je me suis toujours demandé comment on peut vraiment travailler autant, produire autant et avoir une telle expertise. Quand on prépare un projet comme celui-là, justement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des rencontres, on va sur place. D'abord, je lis pendant des années. Je rencontre des experts. Je voyage énormément. J'ai besoin de respirer les lieux. Il y a une part d'erreur ou pas dans ce livre où vous êtes 100% sûr que tout ce que vous racontez... Alors, on n'est jamais 100% sûr, mais il a été relu par 2 spécialistes. Et chaque livre est relu par 2 spécialistes parce que pour l'instant, sur les 4 tomes, personne n'a trouvé une erreur. Ok, donc moi je peux lire ces livres-là, me retrouver à une table avec des grands intellectuels, voire des grands historiens, et me la jouer en mode, alors vous savez, à l'époque en Grèce, au 5e siècle, les Jeux Olympiques ont été créés, c'est bon, ils ont bien été créés au 5e siècle. Mais dans la préparation, moi j'ai fait des voyages pour vous permettre ce voyage quand vous lisez. Par exemple, la lumière d'Olympique est une lumière très sereine, elle est différente de la lumière d'Athènes, etc. Et c'est des choses que je décris. C'est pas la même que la lumière de Delphes aussi, qui était un sanctuaire sacré. Et donc, si on n'a pas ces sensations dans son corps, on va parler de façon académique, comme un savant. On va pas parler de façon charnelle des choses. Et moi, ce que j'aime, c'est parler de façon charnelle. Merci Eric Emmanuel Schmitt d'avoir partagé ce petit moment avec nous, d'être venu dans nos studios. J'espère que vous reviendrez très souvent parce qu'on pourrait parler pendant des heures avec vous et vous avez plein de choses à dire. Il y a des masterclass aussi qui circulent pour tous ceux qui ont envie de pouvoir écrire aussi leur propre roman. Il y a des pièces de théâtre. J'ai déjà plusieurs étudiants qui ont publié 1 ou 2 romans. Suite à cette masterclass. Et ben voilà. Et en plus, c'est super bien filmé, c'est super bien fait. Donc allez suivre Eric Emmanuel Schmitt. On le rappelle, c'est La Traversée des temps. C'est le 4e tome. Mais il y a plein de choses. Il y a un autre livre aussi qui est sorti récemment en 2023. J'ai plus le titre en tête. En 2023, j'en ai fait 2. Il y avait La Rivale et puis il y avait Le Défi de Jérusalem. Le Défi de Jérusalem. Mon voyage à Jérusalem. Donc voilà, Eric Emmanuel Schmitt, les amis, merci beaucoup. Et je vous invite encore une fois en commentaire à mettre les livres que vous lisez ensemble. On fait notre petite bibliothèque, celle de KF. On vous dit à très bientôt dans KF Culture, sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux de KF Radio. Merci beaucoup. Merci.